Scarface, c'est un peu comme les évangiles, on peut en faire une lecture marxiste, lutte des classes, et on peut aussi, tout aussi bien, en faire une lecture libérale, capitaliste. En fait, il y a plein de lectures possibles au film Scarface. Je parle de la version Brian De Palma avec Al Pacino, même si tous les thèmes qu'on a dans ce film étaient déjà présents dans l'original des années 30, où eh bien, ce que le personnage principal dealait, c'était de l'alcool, vu qu'on était dans la prohibition, et c'était un émigré italien et non cubain. Moi, je parle surtout de la version écrite par Oliver Stone, celle avec Al Pacino, que je trouve géante, et j'aime Scarface justement parce que chaque fois que je le revois, eh bien, il y a une nouvelle grille de lecture à laquelle j'avais pas pensé, au-delà des évidentes. J'ai parlé des grilles de lecture socio-économiques. Il y a la grille de lecture, bien sûr, psychanalytique, le deep troublé de Tony, notamment vis-à-vis de Gina, sa sœur. Et eh bien, ce matin même m'est venue une interprétation de Scarface, une raison pour laquelle c'est un film majeur, qui ne m'a même pas demandé de revoir le film. C'est juste qu'en y réfléchissant, je me suis dit, mais oui, c'est dingue, mais grave. Donc je me suis dit que j'allais en faire un podcast. Une façon de voir Scarface qui est intéressante, c'est de dire que tous les personnages du film renvoient à une facette de nous-mêmes, quelque chose qu'on a en nous profondément, quelque chose de profondément humain. Alors, on a bien sûr Tony qui va incarner une forme de force vitale, de pulsion de vie, mais également une forme d'éthique. Malgré ses agissements extrêmement violents, dans la dernière partie du film, je ne vais pas spoiler pour les gens qui n'auraient pas vu Scarface, mais c'est l'éthique qui va le perdre au moment où il essaie de se racheter justement auprès du monde criminel. On va avoir Elvira qui va incarner l'addiction, le plaisir, j'oserais même le mot addiction au plaisir. Elvira qui est dans le principe de plaisir absolu, qui n'aime pas se contraindre, qui trouve ça même barbant que Tony parle d'argent et revienne dans une forme de principe de réalité. Tony qui volera Elvira à Lopez qui incarne le roi vieillissant, le roi décadent, qui se fait prendre sa place bien par le jeune prince Tony Montana. On a le duo Manny, donc son meilleur ami, et Elvira, Gina, pardon, la sœur de Tony Montana, qui incarne l'éros, justement, quelque chose qui dit, mettons fin à toutes ces tueries, toute cette criminalité, il est temps aussi d'être jeune, beau et de s'aimer. Mais l'éros n'a pas sa place dans ce monde criminel. D'ailleurs, il y a un prix à payer pour entrer dans ce monde criminel. Le premier, c'est le meurtre de Revenga. Revenga, le cadre socialiste cubain que Tony plante dans le camp de réfugiés pour pouvoir obtenir son visa de sortie. Donc en gros, il tue littéralement le communisme et toutes ses contradictions et toute sa corruption pour pouvoir entrer dans la Floride capitaliste. Et il y a la mort de son ami Angel, donc l'ange, la terrible scène de la salle de bain. Et oui, il faut sacrifier son ange, c'était le prix à payer pour intégrer ce monde du crime. Et puis on a tous les personnages un peu plus secondaires aussi. On va avoir Omar Suarez, qui est joué par F. Murray Abraham, celui qui jouait Salieri dans Amadeus, qui a souvent des rôles comme ça de jaloux, de mec un peu fourbe, et qui là va incarner la servilité. On a tous en nous aussi une forme de servilité, même si on apprendra au moment de sa mort qu'il avait quand même une forme de courage. On a Mel, le flic corrompu, qui incarne la fourberie. À merveille, on a aussi de la fourberie en nous. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi, bien sûr, je suis capable de fourberie. Et enfin, on a Sosa, Sosa, le roi soleil, le roi solaire, le golden boy, qui est presque une figure, on va dire, aspirational, comme diraient les Américains, en gros, qui donne envie comme ça, qui est un peu on va dire, le point d'arrivée de tout ce monde comme ça du narcotrafic qu'il y a dans Scarface. En gros, dans Scarface, à part bien sûr les figurants ou ceux qui ont des rôles muets qui servent juste à se faire flinguer dans les fusillades, et encore, on a cette espèce, celui qui met le coup fatal à la fin, l'espèce de tueur muet qui porte des lunettes qui ressemble à Jarod le caméléon, c'est l'incarnation de la mort en tant qu'archétype. En gros, tous les personnages dans Scarface incarnent quelque chose de fondamental, d'archétypal de la nature humaine, et c'est ce qui rend le film aussi puissant, c'est ce qui rend le film aussi émotionnel.
Voilà, tout simplement. Scarface est un opéra, alors un opéra kitsch, hein, avec des chemises à palmiers, des néons et de la musique à synthé, quoique finalement l'esthétique de Scarface a plutôt bien vieilli, vu qu'elle a donné GTA Vice City qui revient en force je crois cette année, hein, avec GTA 6, donc cette esthétique comme ça, floride, fric, monde de la nuit finalement, est un peu intemporelle, elle traverse les époques, le film a bien vieilli, déjà parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux numériques. Voilà une bonne histoire. Je dis pas qu'il faut pas faire de personnages décors, de personnages un peu prétexte à ce que l'action avance. Il y en a dans plein de bonnes histoires. Je dis juste que ce qui fait de Scarface une histoire aussi légendaire à mon sens et qui fait que j'ai plaisir à regarder ce film toujours autant des années, plus de 20 ans après l'avoir découvert, c'est justement ce côté archétypal, ce côté opéra, qu'il n'y a pas dans des films souvent cités pour l'histoire d'archétype, hein. Moi je trouve par exemple que R2D2 dans Star Wars est un personnage rigolo, fun, mignon, attachant, sympa, tout ce qu'on veut, mais émotionnellement il n'y a rien chez moi qui résonne avec R2D2, à part que je trouve cute. Là où dans Scarface vraiment, eh bien, on a toutes les facettes, j'ose dire, de l'âme humaine qui sont incarnées de façon certes grandiloquente, saignante, mais en tout cas bel et bien présente dans ces personnages. Je trouve d'ailleurs que c'est ce que Oliver Stone a fait de mieux. J'aime bien Oliver Stone, j'aime bien sa filmographie, mais là c'était pas lui qui réalisait, il l'écrivait. En plus je crois qu'il était dans une période de sa vie où ça allait pas très bien, vu que les produits que Tony Montana fait circuler, eh bien il les consommait. Je crois qu'il l'a lui-même avoué. Donc comme quoi, hein, je milite sur cette chaîne YouTube pour la bonne santé, le fait de prendre soin de soi, et je continuerai. Mais on a un exemple avec Oliver Stone qui avait un régime alimentaire, on va dire, pas très adapté à l'époque où il a fait son meilleur travail. Comme quoi, tout est possible. Voilà pourquoi Scarface est un grand film. Si tu l'as pas vu, vois-le. Si tu l'as déjà vu, retourne le voir, Scarface. Et moi, je te dis à bientôt pour le prochain podcast. D'ici là, ne fais pas comme Oliver Stone à l'époque où il l'a écrit et prends soin de toi.